Donc, bienvenue à tous ceux qui sont avec nous en ce moment. On est très heureux de vous avoir avec nous ce soir. Très, très rapidement, je vous dis simplement que l'espace commentaire vous est tout à fait ouvert. Si vous voulez rebondir sur ce que disent nos intervenantes, si vous voulez apporter je sais pas, des idées ou des compléments d'information, des commentaires, vous êtes vraiment les bienvenus. La philosophie de ce live, c'est vraiment qu'on soit ensemble dans un moment convivial pour partager notre expérience et les choses qu'on met en place pour s'adapter à cette nouvelle situation. Donc vraiment, un grand merci encore d'être là parmi nous, Delphine et Samira. Je ne vais pas monopoliser beaucoup plus la parole pour le début et peut-être que je vais directement vous passer la parole. Est-ce que, par exemple, Samira, tu pourrais nous expliquer très rapidement où est-ce que tu travailles, dans quelle structure, quel est son objet social, et ce que tu y fais, puis on fera la même chose juste après avec Delphine. Ok, donc bonjour à tous. Donc, je m'appelle Samira Azouz et je travaille au Centre pédagogique Parole qui est situé à Saint-Josse sur la chaussée d'Actes. Donc, on accueille des enfants du primaire et du secondaire. Il y a également tout un pôle soutien parentalité. Et donc, du coup, l'objet social est vraiment d'accompagner les enfants et les adolescents dans leur projet scolaire et de leur donner, de tenter, en tout cas de les accompagner, de les outiller pour qu'ils puissent pouvoir se donner la chance de pouvoir se réaliser et pouvoir concrétiser leur projet de vie. Et donc vraiment, c'est tout un travail d'accompagnement avec toute une équipe. Nous sommes 8 qui vraiment travaillons sur les différents projets ensemble. Voilà. Merci beaucoup, Samira, pour cette première petite introduction. Delphine, je peux te laisser prendre la parole également? Oui, moi c'est Delphine Gantois, je suis déléguée à la gestion journalière pour la SBL Co-Créative, qui est une association qui monte des projets pédagogiques pour et par les jeunes et pour les acteurs du secteur de la jeunesse. Chez nous sommes convaincus que l'apprentissage est un moteur de changement sociétal. Et donc, on crée plein de projets pédagogiques, des formations, des facilitations. Et on a notamment donné ces derniers mois une formation sur l'utilisation de la pédagogie active en distanciel. Très bien, merci beaucoup pour cette introduction rapide toutes les deux. Je pense qu'on va avoir l'occasion de vous connaître beaucoup plus en détail au cours de ce live. Moi, j'ai tout d'abord une première question depuis mon poste finalement de chargé de projet chez TIN. J'ai vu depuis le mois de mars nos pratiques évoluer de manière assez drastique quand on parle de mettre en place un atelier, une formation ou simplement des activités avec des jeunes. J'aurais simplement voulu savoir un petit peu, à votre niveau, comment vous avez ressenti ce changement pendant la crise, donc pendant la première vague éventuellement, et pendant la vague qu'on est en train de vivre actuellement, donc avec ces 2 confinements, et puis aussi pendant ce moment d'entre-deux. Je m'explique. Est-ce que vous avez pris la décision directement au moment du premier confinement de faire passer toutes vos activités en ligne, ou alors d'en maintenir une certaine portion en présentiel? Et si vous pouvez m'expliquer un petit peu ce choix. Samira, est-ce que tu voudrais réagir un petit peu là-dessus? Oui. Alors, donc mon équipe et moi-même, bien évidemment, n'étions pas, avant le mois de mars, la question des plateformes, du travail en visioconférence, bien évidemment, en tout cas, n'existait pas pour nous. Et lorsque le premier confinement va arriver, c'est vraiment, je pense qu'il y a d'abord eu un moment où il fallait d'abord que tout le monde comprenne un peu ce qui se passe et puis que les émotions qu'on puisse tout doucement traiter nos propres émotions à nous pour pouvoir être productif. Hein. Il y a d'abord eu quand même quelques semaines où on ne comprenait pas trop ce qui se passait. On nous demandait de rester chez nous à la maison et donc du coup, c'était, on ne sait plus travailler en fait. On ne sait plus travailler, les ados ou les enfants ne savent plus venir et donc nous ne savons plus forcément travailler avec eux. Mais je pense que c'était une première étape. C'était cette première étape vraiment de je pense, canaliser nos propres émotions et puis prendre le temps d'entendre aussi ce qui se passe ailleurs. Et tout doucement, en dialoguant avec des personnes qui travaillent dans d'autres structures associatives,
j'entendais tout doucement parler de la mise en place de visioconférences, de la plateforme Zoom en l'occurrence, et plein d'autres plateformes ou plein d'autres projets qui ont été mis en place. Et je pense qu'il a fallu ces quelques premières semaines du confinement pour tout doucement commencer à se questionner. Et puis ça nous demandait aussi de devoir s'adapter. Et donc je pense que c'est aussi un chemin qui prend un petit temps. Et finalement, en discutant avec nos collègues par téléphone, etc., en disant, bah, tiens, voilà, telle structure a mis telle chose en place, telle structure a mis des choses en place, voilà ce que ça donne, voilà tel retour que j'ai eu. Ben, vous savez, c'était un moment on a d'abord été dans un moment d'arrêt, et puis tout doucement de se dire, ah, mais en fait, de chez nous, il y a peut-être moyen de continuer à faire quelque chose, il y a peut-être moyen de pouvoir continuer à être productif, à être utile aux enfants et aux adolescents. Et très vite, le ton a été donné, on a pris contact avec les parents, en l'occurrence du primaire, et on a pris contact avec les adolescents, donc on a commencé à appeler tout le monde. Donc c'est une structure où nous accueillons énormément de jeunes, donc il fallait aussi tout ce temps de connecter avec eux, de reconnecter d'abord par le téléphone, de prendre des nouvelles, de savoir comment est-ce qu'ils vont, et tout doucement de recenser un peu les différents besoins. Et à partir de là, lorsque tout doucement on commençait à déconfiner, on s'est rencontrés en équipe, on a un petit peu partagé tous ces retours de parents, de jeunes, alors des retours chargés d'émotions, parce qu'il fallait aussi déjà prendre le temps de savoir les entendre, accueillir la parole, etc. Parce que pour pouvoir être utile en visioconférence, il fallait déjà reconnecter avec eux d'une certaine mesure et surtout leur avoir donné cet espace de parole, etc. Et donc, du coup, une fois que les choses se sont mises en place, il a fallu découvrir un nouvel univers. Donc, du coup, l'univers du Zoom, en l'occurrence, que c'est essentiellement, moi, cette plateforme-là que j'ai utilisée. Et dès le début, je me suis dit, waouh, mais il y a vraiment moyen de mettre des choses en place, même si, bien évidemment, il va y avoir, voilà, tant des choses positives qui ont pu s'en suivre parce que ça nous a permis de pouvoir mettre des choses en place. Je pense par exemple aux enfants de 6e année primaire, et donc avec ce gros questionnement du CEB qui était là à ce moment-là. Et là, c'était beaucoup les parents qui étaient fort inquiets. On reçoit des quantités de travail, on doit aller télécharger, on doit aller imprimer des documents, etc. Et donc, du coup, les parents nous disaient, mais comment est-ce qu'on va mettre des choses en place? On n'a pas le matériel pour. Et donc, très vite, on s'est rendu compte que oui, il y avait des outils, mais la réalité nous faisait dire qu'il y avait dans certaines maisons où les enfants allaient pouvoir être quelque part favorisés, et puis dans d'autres réalités, dans d'autres maisons, là, le parent disait, ma fille a cours, mais à la même heure, mon fils a cours, donc j'essaie de donner mon téléphone, mais en même temps, ça bug, et puis je dois sortir telle feuille. Et donc, du coup, ça nous demandait à nous d'essayer de réfléchir comment être utile. Alors, on a la chance à Parole d'avoir du matériel, des tablettes, etc. Et donc, très vite, ma directrice nous demandait d'aller solliciter les familles qui auraient besoin d'un ordinateur ou une tablette que l'on puisse leur prêter pour qu'ils puissent déjà. À la base, c'était déjà ça. C'était suivre leur cours scolaire, en fait. Ça, c'était déjà la première chose. Et donc, tout doucement... C'était déjà la première des choses. Oui, et ça, malheureusement, bien évidemment, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Mais ce qui était étonnant, c'est que très naturellement, les ados ou les enfants ou les parents nous disaient qu'ils étaient bloqués parce qu'il leur manquait des outils. Mais en même temps, très gênés de devoir aller prendre les outils, en fait. Et de dire, oui, je veux bien aller venir, je prends la tablette. Et donc, voilà, il y a plein de choses qui doivent se mettre en place. Il y a, oui, effectivement, tout l'aspect pédagogique, mais l'aspect psychologique, je pense, qu'était le grand enjeu de ce premier confinement, déconfinement, parce que c'était quelque chose de nouveau. Voilà. Effectivement, je pense que c'était quelque chose de nouveau pour tout le monde. Et quand tu dis effectivement qu'il fallait un certain temps d'adaptation pour se mettre dans le bain d'une certaine manière, prendre conscience qu'il y avait tous ces outils en ligne qui existaient. Moi, ça me pose aussi la question de toi, Delphine. Est-ce qu'il y avait déjà dans ta structure, finalement, des activités qui se passaient en ligne auparavant? Est-ce que tu avais déjà l'habitude éventuellement de mettre en place ce type d'activité en ligne? Et puis, il y avait aussi, évoqué par Samira, la problématique finalement de la fracture numérique. Il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas accès à ces outils. Et est-ce que c'est quelque chose que tu as remarqué aussi auprès des personnes avec qui tu travailles?
Alors non, on n'utilisait pas encore ces outils, en tout cas pas dans ce contexte-là. Ouais. Donc chez CoCreative, on a essentiellement des jeunes volontaires. Donc ils ont, en tout cas pour les jeunes de CoCreative, une facilité avec les outils informatiques. Et donc voilà, on a pu s'appuyer sur cette capacité qui était déjà présente. Mais aussi, on a dû aussi découvrir toute une série de choses. Et je rejoins Samira. Il y a eu ce moment de flottement au début où Ouais. on savait pas quoi. On savait pas si la situation allait durer longtemps. On ne savait pas qu'est-ce qu'on pouvait continuer et sous quelle forme. Alors on est très vite arrivé sur les visioconférences, etc. Parce que c'était voilà, il y avait déjà une facilité avec cet outil, mais voilà, ça a été aussi des questions. Est-ce qu'on commence à mettre de l'énergie là-dedans ou est-ce que dans 2 semaines, on va reprendre à la normale, quoi. Effectivement. Et surtout, la grande question qui s'est posée chez nous, c'est qu'est-ce qui se passe pour les jeunes là, maintenant, tout de suite Comment ils voient les choses. Et donc, on a fait une première réunion avec les jeunes volontaires de chez CoCreative via Zoom. Et ce qui est ressorti en tout premier lieu, c'est qu'il faut laisser la parole aux jeunes. Et donc, il y a eu 3 débats qui sont organisés via la plateforme Discord, que j'ai la chance d'avoir un des jeunes de chez CoCreative qui maîtrise super bien et qui a créé un serveur CoCreative Ah avec oui. des salons textuels, vocaux. Enfin voilà, heureusement qu'on a quand même quelques ressources en interne. Et donc, les jeunes ont pu parler de leur vécu et aussi ont pu se projeter sur l'après, même si on n'y est toujours pas dans l'après aujourd'hui, mais à ce moment-là, on ignorait que ça durerait aussi longtemps. Et ça leur a fait du bien aussi de pouvoir faire ça. Et surtout, ce qui est ressorti, c'est que les jeunes étaient toujours animés de valeurs solides. Ils avaient toujours envie de voir une société dans laquelle il y a la solidarité, des soins de santé pour tous, des entreprises locales éco-gérées, une concertation des acteurs de terrain par les dirigeants, hein, des choses comme ça qui sont sorties hein, dans ces débats, des choix de consommation réfléchis, le respect des droits de l'homme, enfin des choses comme ça qui vraiment tiennent à cœur aux jeunes. Et alors, on a eu ainsi un autre groupe de travail en ligne, toujours, qui s'est fait, où la question était comment on laisse la parole aux plus jeunes par rapport à ce contexte de pandémie. Et ce groupe de travail a créé une activité qui se base sur le modèle qui est assez connu, l'histoire dont vous êtes le héros. Donc, c'est une histoire qui évolue en fonction des choix faits par les participants. Et l'activité a concerné les 7-10 ans. Et donc, l'idée était de faire une visioconférence avec les 7-10 ans où on les mettait en animation pour combattre le mage Corunus. Et donc, ils prenaient leur sac à dos et ils partaient à l'aventure. Et c'était une façon de permettre aux enfants d'être symboliquement actifs par rapport à la pandémie. Pour nous, c'était vraiment un crash test parce qu'on n'avait jamais animé de groupe d'enfants via Ouais. une visioconférence des enfants de 7 à 10 ans, quoi. On a eu des super retours, les parents étaient ravis, les enfants sont rentrés directement dans l'animation avec une facilité étonnante. Et alors, suite aux animations, on a été contacté par une école d'éducateurs d'Arlon qui voulait savoir comment on avait fait. Et en fait, on s'est retrouvé à animer une classe d'éducateurs d'Arlon, toujours via visioconférence sur une autre plateforme, enfin voilà, et leur expliquer un petit peu, débriefer de l'expérience qu'on avait pu faire avec les enfants et qu'est-ce qu'on avait eu comme frein et comme moteur, voilà. Et donc, ça, c'est vraiment des projets. En fait, on a vraiment créé ces projets par rapport au contexte dans lequel on était aussi. C'est, bon, voilà, qu'est-ce qu'on fait, comment on réagit par rapport à ce contexte dans lequel on est et dans lequel les jeunes sont aussi. Et puis, à côté de ça, il y a eu la question de transformer nos formations qui étaient prévues en présentiel pour les mettre en distanciel. Ce qui n'est pas si simple parce qu'il faut savoir qu'on travaille aussi avec des outils qui sont issus de l'approche systémique ou de l'intelligence collective. Et ces outils, pour les transvaser en distanciel, c'est un exercice un peu C'est pas pénible. facile. Voilà. Et quand le déconfinement est arrivé, on était très heureux de pouvoir se réunir enfin en présentiel et de pouvoir réutiliser des outils, on va dire, traditionnels, mais avec tout l'impact que peut avoir ce virus qui était toujours quelque part présent. Et donc de devoir prendre des espaces plus grands pour des groupes plus petits qu'on peut Eh ben aller oui. facilement et d'avoir aussi finalement ces masques et tout l'impact que ça peut avoir sur une dynamique d'une formation, d'une réunion
qui a lieu en présentiel. Et je pense qu'il y a aussi une peur des participants de contaminer ou de mal faire. Enfin voilà, il y a ça aussi qui est présent. Comment on maintient la cohésion et l'énergie dans un cadre comme celui-là, comment on fait avec les masques pour continuer à bien communiquer. Tout à Enfin, fait. voilà, il y a quand même un travail à ce moment-là d'animation de l'animateur ou du formateur, de reformuler, de vérifier la compréhension, de s'assurer de la cohésion, de l'énergie, qui est plus important encore que d'habitude, même en étant dans le déconfinement. Non, c'est extrêmement intéressant du coup parce qu'effectivement, on voit bien que finalement, on a tous réagi d'une certaine manière rapidement après ce premier confinement, en sachant pas exactement si on allait pouvoir avoir des activités en présentiel de nouveau, si on allait devoir voilà, repenser tout au bout d'un moment. Et finalement, c'est par la force des choses qu'on met en place ces activités en ligne, mais avec des contraintes qui sont finalement très compliqué, même en présentiel, quand il n'y a pas de confinement. Enfin, je veux dire, dans cette période-là, entre deux confinements, c'était effectivement aussi très difficile, je crois, de mettre en place ces activités pour respecter effectivement toutes les normes sanitaires, avec peut-être une anxiété de la part des participants qui est encore plus importante, effectivement. Ouais. Oui. En tout cas, si je peux prendre la parole, lorsque le confinement s'est fait, alors bien sûr qu'il y avait le volet visioconférence qui allait commencer à voir le jour et donc on allait vraiment être en phase test, et il y avait également une volonté, malgré tout, d'essayer de réinviter les enfants au sein de la structure, en tout cas de leur proposer des activités. Pourquoi ? Alors pourquoi est-ce que la volonté... pourquoi cette volonté existait? Ben, c'est parce qu'on s'est dit, ce sont des enfants qui sont restés. Alors, vous savez, si on partait de réalité en se disant que tout le monde ne vit pas dans une grande maison, tout le monde n'a pas la possibilité de pouvoir sortir avec papa ou avec maman pour aller au parc parce que voilà, on ne sait plus à l'école, etc. Et donc, à partir des informations que nous avions reçues des parents et des adolescents qui nous disaient qu'ils sont à la maison, qu'ils ne bougent pas, moi j'avais des enfants visioconférence qui me disaient je ne suis quasiment pas sortie une fois. Je me rappelle, un enfant disait une fois, je suis partie m'acheter un tacos pour l'anniversaire de ma soeur, mais c'est tout, sinon on n'avait pas le droit de sortir. Donc là, on s'était dit à un moment donné, voilà, le besoin de leur offrir un espace où ils vont pouvoir profiter à nouveau. Et a tout de suite eu le désir, en simultané, d'offrir la possibilité de pouvoir réinvestir la structure. Évidemment, ce qui était compliqué, mais je pense que c'était la réalité pour toutes les associations, c'était de pouvoir leur offrir quelque chose de qualité tout en essayant de respecter les normes sanitaires, etc. Et puis à un moment donné, l'idée nous est venue de leur offrir la possibilité d'assister à des ateliers d'albums jeunesse. Et donc du coup, alors fort heureusement, comme quoi tout le monde s'est adapté, même la bibliothèque qui en temps normal devait être complètement fermée, va ouvrir ses portes, mais juste en mode on commande et puis on vient chercher les livres, etc. Et donc du coup, j'avais commandé des grands albums de jeunesse assez grands, de façon à ce qu'au niveau des dessins, il y ait quelque chose de visible, mais de loin, afin de pouvoir respecter ne fût-ce que les mètres de distance que l'on nous demandait. Bien sûr. Et c'était assez impressionnant comment, à la première rencontre, et ça tout au long, la deuxième quinzaine du mois de mai, et tout le monde, en fait, les enfants, du coup, venaient. On n'en avait pas beaucoup. Il n'y en avait que quelques-uns. Mais qui venaient avec juste un plaisir de leur permettre de s'évader, en fait, et de goûter à quelque chose de différent, de plonger dans l'imaginaire. Et je pense qu'ils avaient encore plus faim qu'en temps normal. Et donc voilà, en même temps, on les amenait à la forêt, on les amenait se balader en forêt, etc. On avait un petit groupe, donc du coup, par rapport à l'ensemble du groupe des enfants de parole, c'était vraiment petit. Mais et pour eux, c'était la possibilité à ces enfants-là de pouvoir leur permettre de regoûter à quelque chose de normal, on va dire. Et puis pour nous, même dans le contact en présentiel, il y a quelque chose qui se passe parce qu'il n'y a rien à faire. Enfin, je veux dire, c'est dans la rencontre avec l'autre que les choses elles se créent. Et c'est vrai que c'est une énergie qu'on pourrait retrouver qu'en présentiel. Et donc voilà, on a en même temps les ados, on était
forcément dans les visioconférences, c'est les enfants du primaire. Tout doucement, on les a invités à participer à des activités, mais énormément de réticence. En fait, énormément de réticence parce que beaucoup de peur. Et ça, c'était tout à fait légitime. Donc, du coup, c'était à nouveau tout cet aspect psychologique qu'on ne veut pas mettre de côté. Et donc, de ne pas perdre de vue qu'il fallait connecter, en tout cas, continuer à garder le lien au téléphone avec des parents, avec des enfants ou des adolescents qui avaient exprimé des grosses souffrances, mais qui, eux, par contre, ne pouvaient pas sortir. Donc, il y avait à plusieurs niveaux, plusieurs actions à plusieurs niveaux, sans pouvoir tout faire, mais en essayant à notre échelle, à partir des premiers éléments, parce qu'on avait très peu de marge De manœuvre, on hein. avait très peu de distance par rapport à ce qui se passe. Mais bien Et sûr. c'est là la richesse du coup de beaucoup dialoguer entre collègues et puis de dialoguer au sein de l'équipe et de dialoguer avec d'autres membres d'autres équipes. Et en fait, ça nous permet ça nous permet d'ouvrir plusieurs portes, plusieurs fenêtres dans notre esprit et de se dire, ok, bah, tiens, il faut peut-être essayer ceci, essayer cela. Et ce premier confinement, finalement, nous a aidé à essayer d'être plus réactifs pour ce qui est en train de se passer là maintenant. Et je pense que c'est un petit peu le cas pour tout le monde. Effectivement. Ben justement, ça me permet aussi, ce que tu dis là, de vous poser la question à toutes les deux un petit peu de votre analyse finalement des activités en ligne. Je comprends que dans vos deux structures, les dynamiques qui ont poussé à en avoir sont un petit peu différentes, mais dans votre pratique actuelle, même si elle est sûrement à un niveau différent, pardon, est-ce que vous voyez tout de même euh, par exemple, des points positifs qu'il peut y avoir dans la mise en place de ces activités en ligne? Je pense particulièrement à l'attrait de certains jeunes pour les outils numériques et puis une appétence particulière justement pour participer à des événements en ligne. Est-ce que c'est quelque chose que vous observez aujourd'hui? Peut-être, Delphine, si tu veux rebondir. Alors, je dirais que ce qui peut être un point positif, c'est le déplacement. Le déplacement n'est plus tellement un problème pour les jeunes qui sont dans des lieux qui sont moins desservis. Et donc, si, alors je dis bien si, parce que tous les jeunes n'ont pas cette possibilité, mais si le jeune a une connexion, un espace où il peut être tranquille, où il peut vraiment avoir ce temps devant un support quel qu'il soit, PC, GSM, tablette, pour pouvoir participer, eh bien, voilà, ça permet de pouvoir participer, même s'ils sont dans des lieux moins desservis. Maintenant, d'un point de vue formation, je dirais que ce Oui. qui est très positif, c'est que, enfin, ça part d'un point négatif. Le point négatif, c'est qu'on ne peut pas donner des formations de 6 heures. C'est impossible. Les gens ne tiennent pas sur 6 heures. C'est beaucoup trop lourd. Donc, l'idéal est de morceler la formation en petits modules et d'espacer ces modules. Mais alors, ce qui est génial en tant que formateur, quand on fait ça, c'est que on peut se permettre d'avoir vraiment un grand suivi de l'application de ce qu'ils ont pu voir en formation entre les deux modules. Donc, on peut leur donner des petites missions à faire, on peut vraiment voir comment ils ont appliqué dans leur réalité à eux ce qu'ils ont vu en formation et revenir là-dessus. Et donc, il y a un suivi qui est plus important encore que ce qu'on peut faire. On le fait aussi en présentiel, mais on peut le faire encore plus ici avec le distanciel parce qu'on est sur une plus longue période avec nos participants et donc il y a ces temps d'application qui sont là. Ça, c'est vraiment un avantage de fonctionner avec la visio. C'est super intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, c'est pas quelque chose auquel j'avais forcément pensé. Effectivement, de devoir morceler les activités fait qu'il y a un suivi beaucoup plus important sans doute qui peut être mis en place. Mais effectivement, c'est un élément sans doute assez important. Mais c'est vrai qu'on part quand même du principe que c'est de toute façon beaucoup mieux, je pense, en présentiel. Et toi, Samira, il y a un élément comme ça un petit peu positif sur la base de ton expérience que tu aurais sur la mise en place d'activités en ligne. Est-ce que malgré les difficultés que tu as déjà exposées, par exemple la difficulté d'accéder à des outils numériques, est-ce qu'il y a quelque chose qui pour toi ressort comme un élément positif qu'on peut tout de même ressortir de tout ça? Oui, alors j'ai envie de dire vraiment très spontanément, c'était déjà d'avoir pu aider c'était les adolescents et les enfants de 6e année primaire avec qui vraiment la visioconférence, c'est vraiment avec eux qu'on a utilisé le Zoom. En fait, lorsqu'on a reconnecté avec eux,
et qu'ils nous disaient qu'ils plongent, enfin, ils étaient débordés de travail, et qu'ils ne savaient pas par où commencer, et que voilà, ils étaient perdus, qu'ils avaient des difficultés à comprendre telle ou telle matière. Le simple fait, alors qu'on sait qu'on ne peut pas se rencontrer pour le moment et qu'on ne peut pas se retrouver au sein de la structure de parole, de s'être rendu compte que via la visioconférence, on a pu déjà faire des choses en fait. Et donc, qu'est-ce que ça a permis? Vraiment, au démarrage, c'est déjà de lâcher un peu la pression auprès des enfants parce que on a l'impression, du coup, on aurait pu avoir l'impression que parce qu'ils sont à la maison, ils ont moins de choses à faire, ils sont un peu plus cool, ils sont en mode grasse mat, etc. Mais c'était pour certains, enfin, en tout cas pour certaines écoles, parce que là, c'est intéressant de dire que toutes les écoles ne fonctionnaient pas de la même façon. Et donc, du coup, nous avions des jeunes qui nous disaient, ou des enfants du primaire qui nous disaient « Ah non, il n'y a rien à faire », et d'autres qui on croule sous le travail. Et donc, du coup, c'est déjà là où on se dit « Ok, il va falloir beaucoup plus se concentrer sur ceux qui croulent sous le travail et qui nous demandent vraiment… de pouvoir les aider. » Et puis, du coup, ils se sentaient déjà allégés de se dire, OK, on continue à être accompagnés. Donc, vous savez, c'était un peu, je l'ai ressenti, et paradoxalement, tant positivement que négativement, la visioconférence permettait de rentrer chez eux pour les soutenir, mais paradoxalement, avec certains autres, et là, c'était plus pour les primaires, c'était un peu intrusif, parce que la demande ne venait pas d'eux, mais venait des parents. Ouais. Et donc, il y avait tout ça où il fallait être très vigilant et de dire, OK, pour ceux qui ont ce sentiment que c'est une intrusion, eh bien, il fallait travailler beaucoup dans le lien, beaucoup dans le partage, et pourquoi pas mettre fort la matière de côté pour déjà les mettre à l'aise, parce que c'est quelque chose de tellement nouveau aussi pour eux. Donc, il y avait cet aspect-là qui était important. Et vraiment, j'ai envie de dire qu'avec… au bout d'une petite demi-heure, au bout de la deuxième rencontre, parce qu'on met des mots, on essaie d'être attentif à leurs besoins, etc., on sentait que c'était un peu plus fluide et qu'ils étaient un peu plus à l'aise. Et puis, ça les soutenait pour les uns, au niveau matière, et alors au niveau psychologique. À nouveau, je reviens avec cet aspect-là. Ouais, c'est important aussi. Nous, on a eu des ados. Moi, je me rappelle, par exemple, d'une séance où je travaillais. C'était un travail, on abordait un thème, c'était de la littérature. Donc, on est sur la matière. Et à un moment donné, il y a un arrêt de sa part, et puis elle a le besoin de commencer à mettre des mots sur ses peurs, sur ses angoisses, sur, voilà, moi, si l'école recommence, je ne veux pas aller à l'école, j'ai peur de sortir. Donc, il y avait toutes ces peurs-là. Et en fait, à nouveau, eh bien, alors que nous, en tant qu'adultes, il y avait déjà tout cet aspect-là émotionnel à devoir gérer, de se dire, mais que ce soit les enfants ou que ce soit les adolescents, mais ils vivent aussi des choses à leur échelle. Et là, du coup, c'était pouvoir partager des choses avec quelqu'un qui est à l'extérieur de ma famille, mais qui rentre à l'intérieur par cette petite caméra. Donc, c'était des expériences assez particulières. Mais ça a pu être profitable quand même à certains jeunes. Et évidemment, ce n'était pas pour tout le monde, mais voilà, au moins avec ces jeunes-là, on a pu mettre des choses en place pendant ce premier confinement. Voilà. Voilà, en tout cas pour le point positif. Mais je voulais relever qu'il y avait également aussi parfois du négatif. Je vous donne l'exemple d'une famille du primaire où le père de famille, donc le papa, a eu une crise. Je pense qu'il a été en mode, il a décompensé au démarrage du confinement. Et donc, du coup, vous savez, quand on ne vit pas dans une grande maison, qu'on vit dans un petit espace et que psychologiquement, il y a un parent qui va mal, tout est tout proche, on ne sait pas sortir, on ne sait pas prendre un bol d'air, etc. C'est compliqué. Et donc, du coup, cette caméra qui rentre bien, qui pouvait couper la vidéo, mais c'était déjà le son, voilà, on voit mon univers, on voit mon espace, on voit ma chambre. J'ai peut-être pas une belle chambre, j'ai peut-être pas envie de la montrer, j'ai peut-être pas de chambre du tout, en fait. Et donc, tous ces éléments-là font que, voilà, ça nous demande vraiment d'y aller, mais petit pas par petit pas, en fait. Petit pas. De tout de suite vouloir arriver en disant « Ok, t'as ta matière, tu sors ton joint de classe, dis-moi ce que t'as à faire, allez, partage-moi ton écran. » En fait, on serait passé à côté du plus important, c'est l'état de bien-être. Voilà, et ça, c'était vraiment pour nous crucial. Que ce soit via la visioconférence ou que ce soit en présentiel, de d'abord mettre ça en ligne de mire pour nous. Enfin, pour nous, et j'imagine bien évidemment pour les structures qui ont continué à travailler avec les jeunes pendant cette période-là. Bien sûr, mais c'est extrêmement intéressant finalement ce côté auquel je n'avais pas forcément pensé non plus, presque intrusif d'une caméra dans un milieu plus personnel qu'on n'a pas forcément envie
on n'a pas forcément envie de partager éventuellement et finalement dont on peut se défaire quand on va participer à un atelier, à une formation à l'extérieur. Exactement. Ce que vous dites, du coup, me fait beaucoup réfléchir sur les grandes barrières ou les grandes menaces qui existent pour mettre en place des activités en ligne. Le fait, justement, que ça puisse être intrusif, c'est pas forcément quelque chose auquel j'avais personnellement pensé, mais c'est un élément qui me plaît bien dans le sens où vraiment il faut aussi penser à cet aspect, je pense, plus personnel quand on place ce type d'activité. Moi, je voulais aussi vous emmener un petit peu sur d'autres types de problématiques que le passage en ligne, si jamais il se fait de manière globale, peut poser. Est-ce que vous avez, par exemple, des interrogations dans vos structures sur le fait que voilà, ça incite aussi les jeunes qui passent toute la journée éventuellement devant un ordi pour l'école? Est-ce qu'on peut encourager des accoutuments justement aux outils numériques, aux réseaux sociaux? Est-ce que voilà, est-ce que c'est souhaitable dans ce contexte-là? Et puis de manière complémentaire, j'avais aussi une question pour rebondir sur ce que disait Delphine tout à l'heure sur le suivi de ces jeunes. Finalement, tu disais, Delphine, que ce suivi, il pouvait être beaucoup plus fin, mais est-ce que pour nous, travailleurs associatifs, c'est pas aussi une surcharge très importante de travail? Comment est-ce que vous vivez dans votre pratique quotidienne de mise en place de certaines activités en ligne cette charge de travail? Est-ce qu'elle est plus importante? Est-ce qu'elle est plus difficile à vivre ou à assumer? Oui. Oui. La charge de travail est décuplée. Oui. Ne serait-ce que par le fait qu'il y a un doute sur ce qui va se passer. Comme on ne sait pas ce qu'on projette, ça va être du présentiel ou du distanciel, il faut prévoir tout ce qui est possible. Donc, on travaille 2 fois plus, tout simplement. Ouais. Je parle en mon nom, mais aussi de toutes les personnes avec qui j'ai pu discuter durant cette année. C'est la réalité de travail de beaucoup, beaucoup de travailleurs de la jeunesse. De devoir décupler, de devoir tout prévoir, toutes les possibilités. J'ai même eu des personnes qui étaient désespérées parce qu'elles avaient projeté toute une série d'activités et du jour au lendemain, ça s'écroulait. Ouais. Après avoir travaillé des heures et des heures sur ces activités. Donc oui, c'est une grosse charge de travail et oui, psychologiquement, c'est dur aussi de travailler dans des conditions comme celle-là, avec toutes ces probabilités de changement, d'apprendre sur le tas aussi, parce que c'est pas juste la charge de travail, c'est on doit s'adapter et apprendre de nouvelles façons de fonctionner très rapidement. Et ça, c'est pas évident non plus de passer de l'application sur le terrain à une application derrière un bureau. C'est quand même particulier. Hein. Il y a une charge mentale plus importante. Voilà, la charge mentale est énorme. Donc voilà, je crois que oui, et ça nous a amené aussi chez Co-Creative à mettre en place ce qu'on a appelé un caméra café. C'est-à-dire qu'on a mis en place un moment informel. Donc on invite tous les volontaires et les partenaires de l'ASBL à nous retrouver 30 minutes toutes les 2 semaines. Et on prend un café, un thé, et on n'a surtout pas d'objectif de production. On n'est pas dans la productivité. C'est vraiment un moment où on discute de tout et de rien, comme on pourrait le faire autour de la machine à café durant une pause. Quoi. Et je pense qu'il y avait vraiment ce besoin-là, que ça a été plusieurs fois dit dans tous les échanges que j'ai pu avoir, que ça n'existait plus. On n'est plus que dans des moments de productivité et il n'y a plus de moments informels. Et pourtant, l'informel est important parce que l'air de rien, c'est dans l'informel qu'on crée les plus belles choses aussi. Et donc, c'est important de garder ce côté informel. Donc voilà, je crois que le secteur, pour le secteur, c'est pas si évident que ça. Et pour le secteur. Bah, effectivement, quand il faut travailler 2 fois pour pouvoir mettre en place des activités en ligne ou en présentiel en fonction des circonstances, c'est pas vraiment très simple tout le temps. Est-ce que tu as aussi un petit peu cette impression-là, Samira, ou c'est pas trop ton ressenti? Alors, nous, c'était essentiellement, comme je le disais tout à l'heure, du Zoom où on travaillait sur la matière avec les enfants.
Et là, par exemple, ce qui tout doucement se met en place avec ce deuxième confinement, c'est qu'à un moment donné, il fallait vraiment qu'on anticipe et qu'on tire enseignement de ce premier confinement en se disant, OK, donc là maintenant, le premier confinement nous a permis de savoir qu'il y avait moyen de continuer à faire des choses, de pouvoir, voilà, on a fixé quelques petits repères. Maintenant, il va falloir se professionnaliser, il va falloir jongler avec quelques outils, etc. Puis on n'était pas tous hyper à l'aise avec les outils informatiques, etc. Donc du coup, au sein de notre équipe, on a vraiment travaillé ensemble, des membres de l'équipe qui sont un peu plus compétents, qui se débrouillent mieux. On débloquait des heures pour vraiment essayer de nous présenter certains outils. Et donc, du coup, on a travaillé ensemble sur la présentation d'outils, de nouvelles façons de pouvoir travailler avec d'autres outils que Zoom. Et waouh, on se dit, mais il y a un univers, en fait, c'est un univers qui nous est inconnu et plein de choses intéressantes. Alors, chaque collègue, en fonction de ses projets, va essayer de réfléchir, ok, moi, pour mon projet, si maintenant, pour tel projet qui est programmé pour Noël, alors qu'à Toussaint, ça a été annulé, bah, pour Noël, si c'est maintenu, comment est-ce que je vais pouvoir utiliser tel ou tel outil pour continuer à pouvoir accompagner les enfants pour le CEB, s'il y a un CEB, ma collègue pour le CE1D, si le CE1D se maintient, pour mes collègues qui accompagnent les ados au niveau des mathématiques et des sciences, etc. Et donc, chacun devait à son échelle essayer de réfléchir comment aller utiliser tel ou tel outil. Donc oui, ça prend du temps. Et en même temps, c'est intéressant parce que finalement, on ne sait pas ce qui nous attend pour plus tard et que c'est peut-être une marche normale. Ça nous impose tous à un peu connecter avec des outils qui semblaient être utilisés pour ceux qui étaient beaucoup plus à l'aise avec le numérique et ceux qui ne l'étaient pas et qui revendiquaient le crayon et le papier, de dire ah, bah, c'est pas pour moi. Bah, finalement, oui, il va nous falloir nous adapter. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, dans cette expérience-là, on se rend compte que tout le monde, à toutes les échelles dans la société, on a dû tous quitter notre zone de confort et on a dû tous développer des nouvelles choses. Et du coup, ça nous permet à tous d'être empathiques les uns vis-à-vis des autres en disant bah, ok, pour moi ça a été tellement difficile moi de découvrir, mon collègue nous présentait Classroom par exemple, okay, il y avait une fonction dans Classroom, je suis restée des heures dessus. Et puis je disais à mon collègue non mais tu sais quoi, j'utiliserai pas cette fonction questionnaire, c'est décidé, je ferai pas de questionnaire avec le CV. Il me dit non, tu maintiens le truc. Et donc du coup bah, là où voilà, à un moment donné, on va se motiver et on va essayer de comment dirais-je, d'avancer et de pas lâcher le truc. Mais du coup, si moi, je suis passée par cette situation-là ou ce moment de difficulté-là, eh bien, quand je vais avoir l'ado, je vais avoir l'enfant qui va avoir un peu plus de mal, je suis déjà passée par là. Et ça, c'est intéressant aussi. Donc, du coup, ça nous impose tous d'être un petit peu plus empathiques les uns avec les autres. Donc voilà. En dehors de notre zone de confort, effectivement. Ouais. Merci Delphine au fait d'avoir partagé cette initiative que vous avez eue de caméra café pour faire justement des pauses. D'ailleurs, Samira, si tu as des petits tips comme ça pour te relaxer dans cette période qui n'est pas facile, n'hésite pas à les partager avec nous aussi. Ok. On t'entend beaucoup moins bien. Oui, du coup, j'ai dû augmenter mon volume. C'est vrai? Alors peut-être que je vais rapprocher un petit peu mon micro. Est-ce que là, vous m'entendez mieux? Alors, moi, j'ai augmenté de volume, en fait. Donc, je ne sais pas si c'est parce que c'est résolu ou pas. Delphine, est-ce que tu m'entends mieux? Écoute, j'augmente mon volume. C'est exactement ce qu'on disait. Il peut y avoir de temps en temps des imprévus. Donc, du coup, forcément, il faut y faire face. Exact. Hop. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour ces réflexions, en particulier par rapport justement effectivement aux difficultés qu'on peut avoir nous aussi en tant que travailleurs associatifs, à cette pensée un peu foisonnante qu'on est obligé d'avoir avec nos collègues, qui peut être une richesse ici et qui l'est sans aucun doute au quotidien. Est-ce que tu me permettrais d'ajouter un élément, Damien? Bien sûr, mais avec plaisir. Il faut te permettre. Lorsqu'en début d'année, on a accueilli les enfants les enfants et les ados à nouveau, les enfants et les ados et les parents en présentiel, en respectant les mesures, etc. Enfin, voilà. Donc, ça nous demandait à nous au préalable de faire plein de réunions parce que vouloir conserver du présentiel demande aussi de l'investissement, parce que ça demande de réorganiser des choses, de mettre de côté certains repères, certains réflexes, et
et manuellement travailler sur de nouveaux réflexes à avoir, etc. Et donc, la première chose que nous avons fait, je prends par exemple le cas des adolescents, c'est qu'on les a rencontrés en individuel. Juste d'abord pour se dire bonjour, pour voir comment est-ce que l'adolescent va. Il y a des adolescents qu'on n'avait pas vus depuis le mois de mars. Et donc là, on avait pu recenser aussi un ensemble d'informations, parce qu'il y avait eu aussi les vacances d'été, etc. Et ce qui était intéressant, vraiment quasiment à l'unanimité, c'est les adolescents qui disaient au début c'était chouette, au début ça semblait chouette, etc. Mais qu'est-ce que c'était dur. À la fin, vraiment, c'était trop dur. Et j'avais trop envie de retourner à l'école. J'avais besoin d'aller à l'école. Et donc, cette notion d'école avait pris une autre place dans leur esprit. Alors, c'est pas que ça y est, ils avaient envie d'être à l'école. Ils disaient pas, j'ai envie d'être à l'école pour apprendre plein de choses, etc. Mais parce qu'ils avaient mesuré que l'école, c'était aussi un espace de rencontre, c'est un lieu, en fait, où il y a du partage, où il y a des connexions, mais en tête à tête, etc. Et du coup, ce qu'on a pu voir d'assez impressionnant, c'est que jusqu'à, on va dire, les 2 dernières semaines avant les vacances de Toussaint, les jeunes savaient qu'ils pouvaient beaucoup moins venir, bien évidemment, pour pouvoir recevoir tout le monde. Les temps étaient plus courts, ou bien ils ne pouvaient venir que l'un ou l'autre jour, mais pas comme les années précédentes, etc. On a vu quelque chose de très, très, très particulier. C'est que ils étaient beaucoup plus en projet. En fait, le temps va être plus court, mais je sais que j'ai besoin d'aide parce que la matière continue à avancer. Donc, du coup, quand je vais venir, je vais l'investir, cette structure, mais différemment. Mais très vite, au bout de la première semaine, c'est même pas au bout de 3 semaines, on s'était dit, c'est sûr, ils mettront 3-4 semaines avant de plonger dans le bain. Et en fait, ils se sont plongés dans le bain tout de suite, comme s'ils avaient faim de quelque chose. Et leur qualité de travail n'a jamais été aussi belle que pendant cette première partie du premier trimestre. Et ça, c'était quelque chose de très particulier pour nous à observer. Et c'était vraiment une observation que l'ensemble de l'équipe avait pu faire. Voilà, quelque chose de nouveau, en fait. À nouveau, cette notion d'adaptation. Et puis la mise en projet devenait différente, en fait. Là, on a besoin d'aide, on sent que la matière avance comme elle doit avancer dans les écoles, mais on sent aussi qu'on est face à des difficultés, il y a du retard scolaire aussi, et on a besoin d'aide. Et le temps est plus court. Ok, comment est-ce qu'on va mettre les choses en place? Et donc, ils ont été capables de savoir organiser leur travail, planifier leur travail, être beaucoup plus concentrés. Et en fait, ce qui est intéressant, parce qu'il y aura même pour nous un matériel à utiliser lors de nos rencontres. On a des séances de méthodologie, on a des rencontres d'espace pour les ados, mais c'est de leur dire, de pointer ça du doigt. Et on a pointé ça du doigt en leur disant, regardez, ce dont vous pensiez ne pas être capable, en fait, là où en méthode, on travaille avec vous, la planification, l'organisation, comment essayer de rester dans sa petite bulle, en fait, vous avez su le faire, mais parce que votre mise en projet a changé. Regardez le potentiel. En fait, c'était une façon de remettre de la lumière sur eux et de leur dire, voilà de quoi vous êtes capable. C'est intéressant parce que là, on replonge un peu dans le confinement, donc on va de nouveau moins les voir. Mais c'est pouvoir, ne fût-ce que leur dire, voilà, là, vous avez été responsable, engagé dans votre projet. Et ils ont besoin de ça. Ils avaient besoin, ils auront toujours besoin, comme nous, qu'on puisse renvoyer le positif de ce qu'ils mettent en place. Donc, ils se sont même adaptés différemment au présentiel, alors que le présentiel était maintenu, mais même le comportement là avait évolué, avait changé. Oui, parce que finalement, peut-être que comme tu disais au début, avec leur notion de l'école qui avait évolué, je pense qu'on a tous de nouveau très très envie de ces moments de convivialité. Et dès lors qu'on peut les avoir, on saute dessus et puis on est extrêmement motivé aussi pour avoir vraiment cet allant qu'on a tous ensemble. Souvent aussi avec des moments informels, comme le disait tout à l'heure Delphine, je trouve personnellement. Si vous êtes d'accord, on a un petit peu débordé. On peut commencer à prendre un petit peu des questions en ligne et il y en a justement une qui rejoint exactement ou en partie ce que tu disais, Samira. Il y a par exemple Lucie qui demande, est-ce qu'après tout ça, vous pensez à maintenir des activités en ligne après le confinement? En somme, est-ce que le Covid aura un impact durable sur les manières d'agir du secteur de la jeunesse? C'est une question intéressante, je trouve.
Je pense que le distanciel ne pourra jamais remplacer le collectif. Ça, c'est ne pourra jamais remplacer le présentiel, on pourra jamais faire du collectif avec du distanciel. C'est impossible. Mais ça peut venir en complément, par contre. Qu'est-ce qui empêche de faire, je ne sais pas moi, une formation en présentiel avec une petite, avec un petit suivi en visioconférence, par exemple, par la suite. Pourquoi pas? Effectivement, c'est possible finalement qu'il y ait cette espèce de mix qui se mette en place au fur et à mesure. Mais finalement, ce que tu disais aussi, Samira, c'est qu'il y avait cette envie très très forte pour le présentiel et pour un retour à une certaine forme de, je sais pas, ouais, d'échange et de convivialité en direct. Moi, en tout cas, ce que je pourrais dire après avoir découvert plein de nouveaux outils via mes collègues, en fait, de se dire, par exemple, lorsqu'on travaille avec des ados et qu'on doit planifier le travail avec eux, par exemple, ils ont un gros projet, ils ont un TFE, ils ont un gros travail, de se dire, OK, eh bien, on va structurer le travail, le séquencer, un peu comme ce que tu expliquais, Delphine. Enfin, il y aura quelque chose de coupé dans le travail. Et voilà, tu vas pouvoir, via le Google Doc, par exemple, remplir tel document dans le Google Doc. Tu me préviens quand tu l'as reçu, tu m'envoies un mail. Moi, j'irai le consulter pendant mes heures de préparation. Toujours avec un cadre. Parce que le risque, c'est qu'on sort du cadre. Moi, j'ai eu parfois des réflexes d'ados qui, par exemple, un dimanche après-midi, allaient me poser des questions. Samira, est-ce que je peux t'envoyer ça pour que tu puisses regarder, etc. À partir du moment où le présentiel, il est posé, et qu'il y a cette possibilité de se voir, c'est important aussi de préserver ces moments de vie privée, parce que la visioconférence peut aussi venir faire des intrusions aussi dans des périodes, des timings, enfin des temps qui ne le permettent pas forcément, parce que voilà, nous avons des vies à côté, etc. Bien sûr. Mais il est intéressant pour accompagner dans un travail, par exemple. Et donc, moi, je me vois bien l'utiliser avec les ados dans des matières bien précises, quand il doit y avoir, par exemple, un suivi. OK, va d'abord faire, exemple, l'ado aura une dissertation. OK, commence déjà à faire le plan de ta dissertation. Envoie-la moi, j'essaye de regarder un petit peu ce qu'il y a, si tu as pu respecter un peu les consignes, je te fais une petite note, je te le renvoie, et on est dans les heures de travail, et tout va très bien. Donc ça peut être intéressant pour accompagner dans le travail. Mais tout à fait d'accord avec Delphine. Après, dans le présentiel, il va y avoir bien sûr quelque chose que l'on ne doit absolument pas remplacer. Et je pense qu'on est peut-être, nous, les pionniers de quelque chose. C'est quelque chose de nouveau. On vit une période fort unique. Et de se dire, attention, on doit être vigilant de pouvoir dire le contact humain, la relation humaine doit toujours pouvoir être privilégiée, tant que cela, bien sûr, est possible. Et je pense que c'est dès le début qu'on doit essayer de rappeler, parce qu'on peut être très vite pris, moi je trouve ça génial ce que je suis en train de découvrir, on peut être très vite pris dans le piège de se dire, au lieu finalement en hiver de devoir bouger, finalement c'est faisable par visioconférence, on a une réunion avec le travail pendant 3 heures et il fait moins 10 degrés, pourquoi on ne se la ferait pas en visioconférence? Et donc du coup, il peut y avoir des pièges inévitablement, et donc du coup je crois que voilà, il faut essayer de trouver la mesure. Mais on est, voilà, on innove, on est en pleine découverte. En tout cas, moi je suis en découverte. La visioconférence enlève aussi un caractère humain, je trouve. On ne partage pas le même espace. On perd du non-verbal, donc parfois on ne décode pas bien le non-verbal, et puis le non-verbal s'arrête là. Hein. On n'a pas le corps, on a juste exact. le corps, hein. On a juste le visage. Voilà, c'est ça. Donc, on a un langage qui n'est pas fluide, avec des saccades et des choses comme ça. On n'est pas dans le... Allez, on ne construit pas du palpable, du réel. On est dans quelque chose de virtuel. Et en fait, on n'utilise pas tous nos sens en visioconférence. Et je pense qu'à partir du moment où on n'utilise pas tous nos sens, on n'est pas totalement dans notre nature d'être humain. Et comment pleinement vivre ensemble et créer ensemble la société si on ne peut pas être pleinement présent en tant qu'être humain. Donc, je pense qu'à un moment donné, c'est pas possible. Ça peut être un complément, mais ça peut pas être totalement comme ça peut l'être par moment à cause du Covid-19. Là, on est bien sûr. inhumain.
Ouais. Ouais. Non, mais c'est intéressant ce que tu disais, Delphine, sur le non-verbal. Ça peut me permettre de poser une petite question complémentaire à ce propos. Justement, est-ce que tu as un tips, un petit conseil facile ou un truc, une activité hyper simple qu'on peut mettre en place dans une visioconférence, une formation, pour justement réinclure d'autres sens ou du non-verbal? Est-ce que tu pourrais partager ça avec les collègues qui nous écoutent? C'est peut-être une colle. Si c'est une colle, Le cours. je veux pas te. Il y a une petite activité toute simple que moi j'aime bien faire parce que souvent quand les personnes arrivent en visio, en tout début de visio, ils viennent d'avoir fait 3 autres activités en ligne. Oui. Enfin voilà, ils sont pas présents en fait. Ils ont leur esprit qui est peut-être aussi ailleurs. C'est juste de se concentrer dans son corps, de prendre le temps de respirer, d'être présent là où on est, à l'instant où on est, pour vraiment pouvoir se concentrer sur l'activité dans laquelle on va rentrer. Et donc, juste avoir un petit exercice de respiration, de bien s'installer sur sa chaise, de redétendre un petit peu les épaules, de se relâcher un peu. Rien que ça peut faire beaucoup parce que on est toujours projeté dans l'écran, toujours on est dans ce visuel permanent et on n'est pas dans la sensation du corps quand on est en train de faire ça. Et donc revenir dans la sensation du corps, je pense que ça peut quand même aider en termes d'énergie aussi. Effectivement. Ce qui est très perturbant aussi, d'une certaine manière, c'est de se voir, se voir soi-même, ce qui n'est pas très naturel aussi, j'ai l'impression. Il y a un phénomène d'autosurveillance qui est très fatigant. D'autosurveillance. Ça prend une part du cerveau aussi, hein, de l'activité du cerveau. Et il y a des programmes qui permettent de désactiver la petite case où vous voyez. Vous pouvez la désactiver comme ça, vous ne vous voyez plus et ça permet de dégager un peu d'espace au niveau de votre énergie, quoi. Et ce qui est plutôt compliqué, c'est que il y avait des ados qui voulaient pas ils voulaient pas activer la caméra, mais bien évidemment avaient besoin eux de connecter avec un visuel. Et donc du coup, on se retrouvait à se parler à soi. Et donc du coup, on est de soi à soi avec l'écran. On entend l'ado quand il interagit. Sinon, du coup, moi, par exemple, je trouvais que c'était souvent perturbant, vraiment l'écran noir et puis juste ma tête. Et j'ai l'impression de me regarder un peu comme si on était dans sa chambre et qu'on se mettait à jouer en parlant devant le miroir, etc. Et c'est vrai que ça, du coup, c'est aussi des choses à devoir. Enfin voilà, c'était particulier. Après voilà. C'est vrai que c'est particulier. Quand j'entendais Delphine, je me suis dit, finalement, à chaque époque, quand quelque chose de nouveau arrive, bien évidemment, il y a toujours cette inquiétude, parce que, voilà, effectivement, on va mesurer ce qu'une nouvelle technologie peut apporter de positif, et puis on va aussi mesurer le négatif, et puis il va y avoir de la résistance par rapport au changement, et puis, mais en même temps, où établir notre juste équilibre. Et je crois que c'est en ça où c'est vraiment important de pouvoir faire des partages d'expériences, en fait. Parce que parfois, on peut avoir juste des personnes qui vont dire « Ah, trop bien !» et je plonge dedans et je reste là-dedans. Et le partage d'expérience nous permet de prendre du recul et du coup, voilà, un recul qui permettrait peut-être de refroidir sur certaines choses ou de ne pas être trop résistant. Par exemple, il y en a qui vont dire « Non, moi, c'est niette !» Et se dire « non, on n'a pas le choix, en fait. En fait, c'est soit tu ne fais rien, soit on fait. Oui, mais comment est-ce qu'on pourrait faire ? Il va falloir faire différemment. Et là, c'est à notre échelle que ça se joue. Donc, voilà, vraiment toute... Enfin, voilà, je me disais, cette éternelle remise en question quand de nouvelles technologies arrivent. Et voilà, et c'est à nous, là, maintenant, à questionner tout cet apportant extrêmement positif, mais aussi en disant, attention, ne perdons pas tel ou tel élément. Effectivement, ne perdons pas tel ou tel élément, et ça, c'est sûrement extrêmement important de raison garder, et puis d'arriver à faire la part des choses. Et ces retours d'expérience ou ces partages d'expérience, ils doivent nous aider sans aucun doute à faire ça. Mais c'est pas forcément simple. Hein. C'est pas forcément simple. Non. D'ailleurs, à ce propos, il y a Sarah qui nous dit que ça devait être tellement énergivore pour vous, mesdames, d'établir ces activités. Vraiment bravo pour votre courage et votre flexibilité avec ces familles et ces jeunes. Donc, il y a aussi des réactions comme ça dans les commentaires. Et bravo aussi à toutes ces structures. Vous savez, il y a des structures. Il y a une structure à Anderlecht qui s'appelle SAFA, qui a dû faire face en même temps, comme plein de structures à Anderlecht. Il y avait eu un adolescent qui était mort lors, je pense, d'un accident avec la police.
Et il a fallu pour eux, alors en même temps qu'ils devaient gérer tout ce que nous sommes en train de gérer, mais aussi aller à la rencontre de ces ados et essayer de pouvoir leur permettre de mettre des mots sur leurs ressentis, éviter des débordements en même temps. Et donc, du coup, il y a eu des structures qui, à côté de ça, ont dû développer des choses en plus. Et, mais je crois qu'on se sentait tous avec un élan, on avait tous envie de pouvoir essayer d'apporter quelque chose. Et c'était tellement frustrant de se dire je ne peux pas sortir dehors. Et on pouvait être reconnaissant pour toutes ces personnes qui investissaient à 20 heures en applaudissant au balcon. Et de se dire à notre échelle, qu'est-ce que nous, on peut faire à notre échelle? Et du coup, on s'était dit, moi en tout cas, j'avais ça me fait du bien, je me sens utile, je me sens de pouvoir faire des choses. Et heureusement que ça existe parce que du coup, ça m'a permis de mettre des choses en place. Je pense qu'on a tous eu un peu ce sentiment-là à un moment donné. Mais effectivement, d'engagement et de volonté de faire avancer les choses. Oui. Du coup, si ça vous va, je peux prendre quelques petites questions supplémentaires. Je les prends un petit peu dans l'ordre, mais il y a pas mal de réactions, puis ça me ferait un peu de peine qu'on n'arrive pas à prendre toutes ces questions. La première, elle est plutôt pour Samira et du côté des parents. Donc, c'est Sarah qui pose cette question-là. Dans le cadre de l'accompagnement parentalité, est-ce que tu pourrais, Samira, nous partager quelques difficultés évoquées par les parents au cours de cette période? Comment, selon toi, les structures de jeunesse peuvent y répondre, selon toi? Alors, dans un premier temps, donc les parents comme les enfants et les ados, on ne les voyait pas. Et c'est lorsque tout doucement, on a commencé à les appeler pour prendre de leurs nouvelles. Vous savez, c'était des temps de communication qui étaient plus ou moins longs en fonction des familles, parce qu'il y avait des parents en souffrance. Il y avait des parents, justement, je prenais tout à l'heure l'exemple de cette famille où la maman m'expliquait que son mari était en grande souffrance psychologique. Et donc, du coup, voilà, là, la gestion était très compliquée. Donc là, vraiment, c'était offrir des espaces de parole. Alors, on a déjà ça au sein de Parole, des espaces, des permanences pour les parents. Et en fait, finalement, les permanences, elles reprenaient, mais via le téléphone. Et donc, du coup, les parents étaient heureux de nous entendre et d'entendre qu'on prenne de leurs nouvelles, mais ils avaient aussi besoin de beaucoup déposer. Et donc, alors, ils avaient besoin de déposer sur leur inquiétude par rapport à la scolarité. Donc, d'abord, les parents avaient très, très peur. Donc, il fallait les rassurer. Vous savez, à un moment donné, ça pouvait paraître être paradoxal pour certains parents, mais quand les parents nous disaient, on a sorti comme ça, j'ai dû aller à l'imprimante pour sortir, il y a 20-30 pages, mais mon fils n'arrivera jamais à tout faire, c'est trop, c'était de dire, en fait, madame, déjà la situation est compliquée. Alors, si déjà votre enfant parvient à faire ne fût-ce qu'une feuille, pas grave pour les 39 autres pages. L'essentiel, c'est que l'enfant puisse essayer de travailler un petit peu et de pouvoir un peu reconnecter avec le scolaire. Oui, pour garder l'esprit en éveil, mais l'idée n'est pas de lui faire faire les 40 pages. Et c'est pas grave, faites du mieux que vous pouvez. Et le simple fait que nous, les référents pédagogiques de Parole, puissions lui dire « c'est pas grave si tout n'est pas fait », en fait, on nous donnait une certaine forme de légitimité qui faisait que c'était un « ouf, c'est bon, ok, donc je peux ne pas tout faire ». Oui, vous pouvez ne pas tout faire, mais s'il ne fait pas tout, il ne va pas doubler. Non, il ne va pas doubler. Et donc, on a expliqué un petit peu ce dont on est. Tout le monde va prendre en considération que la situation est compliquée et c'est pas parce qu'un enfant de 6e année primaire n'a pas fait tout ce travail-là qu'on va le faire doubler. Il y a les points de l'année qui vont être là. Et donc, il a fallu d'abord les rassurer au niveau scolaire et puis, bien sûr, au niveau psychologique. À nouveau, je reviens avec cet aspect-là. Parce qu'ils avaient des peurs, ils avaient énormément de peurs, ils avaient besoin de mettre des mots dessus. Ça, c'était pendant le confinement. Oui. Et puis, lors du déconfinement, et puis beaucoup en début d'année, parce qu'en début d'année, on a organisé en tout cas un moment de rencontre avec des parents, avec un nombre, bien sûr, toujours limité. Et les parents, ils nous expliquaient leurs difficultés. Je ne suis pas habituée, moi, à vivre avec mon mari du matin au soir, du soir au matin. Donc, j'appelais tout le temps ma copine en disant « je vais divorcer ». Et puis, une autre maman qui va surenchérir. Et finalement, ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, de ce qui a été difficile, dans cet espace-là, de rencontre de parents, début septembre, il y a eu des rires. Du coup, ils ont pu en rire. Et ça, c'était bien, surtout qu'ils puissent en rire. De prendre un peu de perspective au bout du compte. Oui.
Parce que finalement, l'idée, c'était... d'abord, il y avait aussi l'inquiétude de se dire, mais quoi, tout s'arrête, même pour nous, il n'y aura plus tous les projets des parents. Et alors, on disait Ouais. qu'effectivement, certains projets sont mis de côté pour le moment. Ils sont juste mis de côté, ils sont pas, il n'y a pas une croix dessus, mais pour le moment, ils sont mis de côté. Par contre, voilà les alternatives. Et donc ça, c'était le travail de l'équipe. Là où on ne pouvait pas faire l'une ou l'autre chose, quelles étaient les alternatives que nous pouvions poser? Et donc, du coup, les alternatives, c'était des sorties, de pouvoir organiser des sorties. Allô? Alors, Ah oui. là, par contre, on est de nouveau un peu plus reconfiné, donc voilà, il y a l'une ou l'autre chose qui Là, du coup, c'est encore un petit peu plus compliqué. En tout cas, j'espère que ça répond bien. Oui. Bien. C'est rare. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, qu'il y avait vraiment voilà, une arborescence sur le niveau plus scolaire et puis la difficulté psychologique finalement des parents. Et je pense que, voilà, moi, en tout cas, j'ai bien compris l'action du centre pédagogique Parole sur cet aspect en particulier. Merci beaucoup, c'est bien. Avec plaisir. Alors, je suis en train de reprendre quelques petites questions. Ah, tiens, il y a une autre Sarah qui demande à Delphine directement. Je pense qu'il y a eu un intérêt pour les formations en ligne. Est-ce que tu pourrais nous dit Sarah, comment accéder à vos formations en ligne chez CoCréative, me demande Sarah. Oui, alors il suffit d'aller sur le site internet de cocreative.be. Et donc, il y a toutes les informations. La prochaine formation sur la pédagogie active en visioformation commence le 19 janvier. Et donc, on peut envoyer un petit mail à info@cocreative.be pour s'inscrire. L'idée de cette formation, c'est de voir un peu comment on peut maintenir l'attention et la dynamique, comment mettre en place des processus de pédagogie active où l'apprenant est vraiment acteur de ses apprentissages à distance, des processus où on peut laisser de l'espace pour le vécu, la réflexion, comment on transpose dans les pratiques, quels outils, informatiques ou pas, et comment on transpose aussi nos outils qu'on utilise dans nos pratiques en distanciel. Voilà. C'est vraiment super intéressant. Si je me rappelle bien, pour avoir vu un petit peu votre blog, Delphine, l'idée de cette formation, finalement, elle est née de groupes de parole avec des travailleurs associatifs, des volontaires, etc. pendant le premier confinement, c'est ça? C'était un petit peu l'origine de cette formation que vous proposez? Mais il y a un vrai besoin qui a été identifié de pouvoir s'outiller et de pouvoir rebondir. Hein. Et puis, habituellement, on donne une formation qui s'appelle l'outil tech du formateur. Et donc, c'était plus trop d'actualité de donner cette formation, vu qu'on était tous confinés. Et donc, voilà, on s'est dit comment on peut répondre à ce besoin, qu'est-ce qui peut être transposé, qu'est-ce qui peut être transformé, enfin voilà. Donc, voilà comment cette formation est née, aussi en mettant en partage toutes les compétences internes qui existaient déjà chez CoCréative, et voilà. Donc, un gros pool de toutes les compétences possibles pour cette formation qui recommence dans quelques mois. Super. Voilà. Merci beaucoup, Delphine. Alors, d'autres questions qui courent, qui volent. Peut-être c'est une question un petit peu plus générale pour toutes les deux, et je ne sais pas s'il y aura une réponse très concrète qui pourrait être apportée, mais justement, il y a Ali Teacher, je suis désolé si j'écorche le nom, qui demande concrètement comment recueillir la parole des jeunes. Quel outil utiliser de manière à toucher le maximum de jeunes? C'est donc une question assez vaste. Je ne sais pas si l'une de vous aimerait apporter quelques éléments là-dessus. Est-ce que tu pourrais répéter ou peut-être clarifier la question? Bien sûr. Alors, je pense comment que recueillir la parole? Concrètement, comment recueillir la parole des jeunes? Quels outils utiliser de manière à toucher le maximum de jeunes, je pense, pour recueillir cette parole? Plutôt dans une dynamique, effectivement, je pense, si je comprends bien la question, de cerner les problématiques, les problèmes qu'ils ont en ce moment et comment y répondre au mieux. Donc, plutôt dans une logique un petit peu je ne sais pas si on pourrait dire de diagnostic, même si c'est peut-être un terme un peu impropre. Le premier outil qui me vient à l'esprit, c'est les outils de sondage sur les réseaux sociaux. Hein.
Les parce outils de que c'est les sondage, ouais. chercher là où ils sont, les jeunes, hein. Donc, en tout cas, une partie des jeunes qui sont sur les réseaux sociaux. Après, je pense qu'il y a des structures comme le Forum des jeunes, par exemple, qui font aussi un travail d'aller chercher la parole des jeunes, voir un peu quelles sont aussi les structures qui travaillent déjà dans ce sens-là, qui ont peut-être déjà fait ce travail ou qui sont en train de le faire. Donc effectivement, il y a sûrement des structures qui s'en occupent déjà. Mais pour les sondages, moi, je n'ai pas personnellement connaissance d'outils. Est-ce que tu as connaissance de certains outils pour réaliser des sondages en ligne? Simplement sur les réseaux sociaux, il y a des possibilités, je suppose. Ben, Je sais pas on peut trop. mettre des liens Ouais. vers des outils comme Mentimeter ou des choses comme ça. Enfin, je ne sais pas si vous Oui, prononcez tout à bien. fait. Mm. Donc, il y a plein d'outils de quiz qui existent, enfin, de sondages qui existent en ligne. Il suffit de mettre des liens dessus. Ça marche. Bah Et écoute, moi aussi, de mon côté, il y aura des choses à creuser là-dessus. Je sais pas si tu réponds à la question. J'ai l'impression que ça répond à la question. Après, Alix, si tu veux continuer à préciser ou à reposer la question, vraiment, feel free. en tout cas, moi, sa question, est-ce que c'était en mode visioconférence ou globalement? C'est une question large, comment recueillir la parole des gens? Justement, c'était pas forcément quelque chose de précisé. Je pense D'accord. que c'était plutôt dans un cadre large, donc à la fois en visioconférence, Alors, mais aussi en présentiel, je pense. alors peut-être ce que nous avons fait à Parole justement pour pouvoir recueillir la parole des jeunes, mais dans un premier temps, c'était vraiment en mode un peu tête-à-tête. En rencontrant, on est donc plusieurs dans l'équipe à être référent d'un nombre d'adolescents, par exemple. Et pour les primaires, ben, on est référent du groupe pour lequel on est attitré. Et donc, dans un premier temps, c'était beaucoup du tête-à-tête. Et là, voilà, là, déjà, on recueillait la parole. Et puis, parfois, des ados avaient besoin de déposer des choses que jamais ils ne diraient dans un groupe, par exemple. Mmh. Ensuite, nous avons décidé en équipe de mettre de côté les activités. On a des ateliers méthodologie, envie d'avenir, etc., que ma collègue mène avec moi, en tout cas là pour ces ateliers-là. Et du coup, nous avons décidé en équipe de pouvoir mettre ça de côté pour pouvoir offrir dans la semaine un espace, étant donné qu'ils viennent déjà très peu et que du coup c'est du concentré parce qu'ils viennent pour aller, pour qu'on puisse les accompagner dans des matières qu'ils ne comprennent pas, mais que le temps est plus court qu'avant, donc c'est pas comme s'ils avaient les 4 jours semaine pour pouvoir investir la structure. On a décidé de débloquer, c'est un choix que nous avons fait, c'est de débloquer ces séances-là pour pouvoir y mettre un espace de parole pour les adolescents. Et du coup, c'est en alternance, une fois ma collègue et une fois moi, c'est les vendredis à 18h30. Mmh. Et que dire si ce n'est que depuis le début de l'année, mais déjà dans les autres années, lorsque c'était la méthodologie qui était au programme, eh bien, ils sont présents en fait. Et s'ils sont présents, vous savez, un adolescent ne viendra que s'il y trouve un intérêt. Et s'ils sont présents, c'est qu'il y a le besoin de mettre des mots. Et alors nous, on organise, c'est des petites rencontres thématiques en lien avec ce qu'ils peuvent vivre, mais c'est aussi, alors c'est à nous de réfléchir à ce qui pourrait être intéressant à partir de ce que nous avons pu recueillir en amont comme information pour les nourrir lors de ces rencontres où ils ont besoin d'être un peu boostés, travailler un peu sur cette notion de motivation ou tout simplement mettre des mots sur des difficultés qui sont en train de vivre, etc. Et donc, du coup, c'est un espace qu'on a prévu dans le programme, en fait. Donc, on a mis des choses de côté pour pouvoir y insérer cet espace-là. C'est un groupe qui a l'habitude de venir. On sait systématiquement, sans rappel, qu'ils arriveront à l'heure. Quand c'est un vendredi 18h30 et que les ados sont présents, bah, c'est dire qu'ils ont besoin de parler. En fait, je crois qu'ils ont tellement... Je pense que beaucoup ont été choqués, traumatisés d'avoir été bloqués comme ça dans leur maison, que là, ils ont besoin mais juste d'être dans des contacts, dans du partage, etc. Voilà, en tout cas, c'est ce que Parole a mis en place. Oui, et il existe aussi des ateliers d'écriture qui peuvent aussi permettre de développer cette parole des jeunes. Je sais que le CIDJ, Excepté Jeunes, ont mené des ateliers d'écriture avec les jeunes pendant cette période de Covid. Et le résultat de ces ateliers, ils en ont fait des outils qui se trouvent sur leur site.
et qui peuvent être réutilisés par des animateurs aussi. Donc, il y a toutes les fiches des ateliers qui peuvent être réutilisées. Et alors, si vous voulez avoir le résultat des débats qu'on a fait autour du Covid-19 sur l'après avec les jeunes, ça se trouve sur le site internet. Donc, il y a un article qui reprend tout ce qui s'est dit durant ces débats, si ça peut être utile. Voilà. Ah, super. C'est un bon tips, Oui. Delphine. Merci Oui, beaucoup. vraiment. Justement, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir, mais Ali reprécisait un petit peu ses questions. Il disait, well, je ne sais pas, désolé, vraiment désolé, que voilà, il travaillait en maison de jeunes et que malheureusement, il n'avait pas l'occasion, il n'avait plus l'occasion de les accueillir, et donc il recherchait justement des solutions pour récolter leurs paroles, leurs avis, parce que justement en visioconférence, c'était un petit peu difficile parce que les jeunes étaient moins investis. Donc, sûrement, il y a, dans ce que vous venez de dire toutes les deux, je pense, des éléments, par exemple le CIDJ, qui peuvent nous aider un petit peu pour justement récolter la parole des jeunes. Donc, merci beaucoup, en tout cas, pour ces éléments-là, toutes les deux. Du coup, je vous lis encore quelques petits commentaires. Il y a un certain Walid qui dit que Samira, tu es la meilleure. C'est dit textuellement comme ça. Ça doit être un Juste ancien pour le parole, à partager mon avec toi. avis. À mon avis, c'est un ancien parole. Et si c'est un ancien parole, en tout cas, Walid, je te salue. Bon, c'est plutôt cool aussi que vous puissiez retrouver les anciens de temps en temps comme ça, ou pour d'événements malheureusement en ligne. Ouais, Il y avait une autre question pour Samira. Bon, après, peut-être que tu y as répondu un petit peu en partie, mais voilà, il y a Anan qui avait plutôt une remarque qu'une question. Elle dit, après le premier confinement en juin, on parlait beaucoup des décrocheurs. Je pense que c'est sous-entendu scolaire. Est-ce que sur le volet voilà, appui scolaire, école de devoir, est-ce que tu vois, toi, au niveau du CVP, qu'il y a plus de demandes de jeunes, justement, qui ont eu du mal à garder un contact au cours du premier confinement avec l'école? Alors oui, il y a des enfants ou des adolescents qui avaient complètement disparu. Et donc, du coup, Ah oui. certains professeurs ont dû contacter les parents en leur disant, voilà, on envoie du travail, on envoie des réunions, enfin des liens pour que les jeunes se connectent, et ils ne se connectent pas du tout. On a également directement les ados qui nous disaient, ah, moi j'ai complètement déconnecté. Franchement, j'ai complètement Ah oui. déconnecté, j'avais du mal, etc. Donc oui, il y a eu une partie des jeunes qui clairement, ils ont disparu de la circulation à ce moment-là. Et d'ailleurs, mais je pense que ça a été un petit peu toutes les structures, on avait tous très très peur de ce qui allait se passer en septembre, en se disant, mais mon Dieu, ils n'ont plus été à l'école pendant plus de 6 mois. Surtout pour ceux qui avaient déjà décroché à ce moment-là, comment remettre sur pied le train. C'est comme ça que cet espace de parole a été réfléchi le vendredi fin d'après-midi. Et en fait, les jeunes, ils sont passés par plusieurs phases, plusieurs étapes en fait. Nous, je me rappelle d'un jeune qui disait qu'au début, il kiffait juste le fait d'être allongé et de ne rien faire. Puis après, à un moment donné, il disait, je mangeais, je regardais la télévision, je jouais à la PlayStation, et je faisais ça non-stop. Et puis j'ai commencé à perdre le contact avec mes amis parce que j'avais envie de plus bouger. Et il y a eu un moment de choc où il disait, mais punaise, j'ai plus rien fait, c'était hard. Je suis content que l'école reprend, je veux plus retomber là-dedans. Et donc, du coup, il y en a qui ont été choqués de tout ce qui a pu se passer. Ça leur a donné juste envie de retourner à l'école. Et il y en a d'autres qu'on aurait pu perdre en cours de route. Alors, moi, je suis, et sans doute que plusieurs personnes de mon équipe vont faire la même remarque, auront la même remarque, c'est que je pensais que beaucoup plus allaient décrocher. Et c'est pour ça que je pense que parce que les jeunes sont passés par plein d'étapes différentes, vous savez, c'est un peu comme nous, quand on repense à ce confinement total, on est tous en train de se dire « Ah non, ça plus jamais ». Eh bien, j'ai l'impression qu'avec certains jeunes, alors là, je partage mon sentiment, ça les a tellement traumatisés qu'ils ont juste envie d'être dans autre chose. Et donc, on a vu beaucoup plus de régularité, c'est ce que je disais tout à l'heure, et d'investissement. Ouais. Mais oui, il y en a qu'on a dû perdre.
ça, je pense vraiment que beaucoup sont partis, et là c'était au rôle des écoles de les repêcher, mais c'était aussi au rôle des structures justement auprès de qui les ados venaient. Et c'est comme ça que nous, en connectant avec des ados, on se rendait compte qu'il y avait des ados, ils recevaient du travail, ils n'y ont pas du tout touché. Et donc du Ouais. coup, c'était voilà, ils avaient besoin de partager ça, parce que s'ils voulaient, ils ne disaient rien. On part du principe que s'ils ne veulent pas, ils nous connaissent et ils savent très bien qu'on va les reprendre et qu'on va leur rappeler leur Bien projet, qu'on sûr. va essayer de les remotiver, etc. Et donc, le fait de le dire, c'est qu'ils avaient envie qu'on en fasse quelque chose. Et donc, du coup, voilà, on essaie de les accompagner du mieux qu'on peut. Mais je pense malheureusement que oui, il y en a certains qui ont dû avoir plus de mal à reprendre en début d'année. Mais étonnamment, voilà, pour nous, on a vu quelque chose de différent pour beaucoup d'ados. Donc voilà, réfléchir. Ouais. À réfléchir. C'est les sociologues qui nous diront dans une année, 2 années, 3 années, une analyse. Parce qu'il y a tellement de choses à essayer de comprendre sur nos comportements qui ont été très différents, très paradoxales. Enfin, Effectivement, sans aucun doute, si on va avoir besoin de recul, effectivement, pour comprendre ce qui nous est arrivé à tous en tant que société et aussi en tant que travailleur associatif et pour les jeunes. Écoutez, ça passe à une vitesse folle, mais on a déjà passé 1 heure et quart ensemble. Ça passe décidément extrêmement vite, surtout en bonne compagnie comme ça. Je voulais simplement éventuellement vous laisser la parole à toutes les deux pour conclure un petit peu cette rencontre, parce qu'on va devoir conclure, malheureusement, après 1 heure et un quart d'échange. Simplement vous demander effectivement si voilà, Samira Zoj, une merveilleuse animatrice, il y a encore des commentaires qui arrivent au fur et à mesure. Simplement, voilà, vous demander si vous avez envie de souligner quelque chose qui vous a particulièrement frappé dans ce qu'a dit l'autre intervenante, quelque chose que vous avez appris éventuellement, quelque chose qui vous a inspiré pour la suite et pour continuer votre travail. Et peut-être que Delphine, tu aurais envie de commencer, si jamais tu le souhaites. Oui, alors moi, ce qui m'a touchée dans ce que Samira a dit, c'est cette mise en projet des jeunes, cette volonté de retourner à l'école, cette volonté de s'investir. Voilà, c'est